Bienvenue dans cette nouvelle plongée. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet assez fascinant, la montée en puissance du Maroc dans les domaines des drones militaires. Oui, un sujet vraiment d'actualité, surtout vu le contexte régional. Ces drones sont devenus essentiels. Absolument, de vrais multiplicateurs de force. Notre mission aujourd'hui, essayer de décrypter un peu la stratégie marocaine. Comment est-ce que le royaume a réussi à assembler l'une des plus grandes flottes de drones en Afrique? Et surtout, pourquoi cette volonté maintenant de les fabriquer sur place? C'est toute la question. On va voir ça en détail. Ok, alors décortiquons ça. Pour commencer, l'échelle. On parle de plus de 230 drones. C'est énorme, hein. C'est considérable, oui. Mais ce qui frappe peut-être encore plus, c'est la diversité des origines. On a de la Turquie, de la Chine, d'Israël, et potentiellement des États-Unis qui traînent. Pourquoi ce choix-là? Pourquoi ne pas tout miser sur un seul pays partenaire? C'est une stratégie assez classique, mais appliquée ici avec beaucoup de détermination. D'abord, évidemment, réduire la dépendance. Ne pas être pieds et poings liés à un seul fournisseur. Logique. Ensuite, ça permet une flexibilité technologique. Aller chercher le meilleur ou le plus adapté chez chacun. Et puis, il y a une dimension géopolitique, bien sûr. C'est une façon d'équilibrer les alliances, de jouer sur plusieurs tableaux. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment ce calcul stratégique derrière la diversité. Concrètement, alors, cette flotte, elle ressemble à quoi? On a des noms qui reviennent souvent, côté turc par exemple. Une vingtaine, je crois, et ils sont déjà opérationnels. Le best-seller, en quelque sorte. C'est ça. Et puis, plus récemment, ils ont acquis la Kinji. Là, on change d'échelle. C'est un drone lourd, bimoteur, avec plus de 24 heures d'autonomie et une capacité d'emport énorme, 1500 kilos. Ça ouvre d'autres possibilités. Ah oui, 1500 kilos, c'est considérable pour des missions plus stratégiques. Et la Chine, ils sont présents aussi? Oui, et depuis un moment déjà. Le Winglong 2, par exemple, serait utilisé au Sahara depuis 2015. Grosse endurance, jusqu'à 32 heures. Et il y a aussi le TB001K, Scorpion, très reconnaissable avec sa double queue. Lui, c'est un monstre d'endurance. On parle de 35-40 heures et une portée immense, 6000, peut-être 8000 km. Ce sont des plateformes mâles, parfaites pour la surveillance longue durée. Endurance et portée. Et puis il y a Israël, un partenariat qui s'est beaucoup développé. Tout à fait. C'est peut-être là où c'est le plus, disons, médiatisé récemment. On a les drones kamikazes SpyX, ils ont été testés avec succès apparemment. Des munitions rôdeuses, c'est ça, hein? Exactement. Des drones qui peuvent patrouiller avant de frapper. Très tactique. Et à côté, il y a des drones de reconnaissance comme le Wonder Bay, le Thunder Bay et surtout le Heron Tipi. Un drone stratégique, haute altitude, longue endurance. Sans oublier les Américains, les MQ-9B, Sea Guardian, approuvés, mais on ne sait pas trop où c'en est concrètement, hein. L'approbation est là, oui, pour 4 appareils, mais leur statut opérationnel actuel au Maroc, ça reste assez discret. C'est un dossier à suivre. Bon, on a une flotte diversifiée, performante, mais le Maroc veut aller plus loin. L'objectif affiché, c'est 100% Made in Morocco. C'est ambitieux, hein. Pourquoi ce virage maintenant? Les enjeux sont multiples. Le premier, c'est la souveraineté. Technologique, industrielle, ne plus dépendre des autres, des licences, des embargos potentiels. C'est crucial. Bien sûr. Ensuite, il y a un potentiel économique énorme. Créer une filière de défense locale, ça veut dire des emplois qualifiés, de la R&D, de la diversification industrielle et à terme, pourquoi pas l'exportation. Le Maroc se voit bien comme un hub pour l'Afrique dans ce domaine. Et cette ambition de produire localement des drones suicides, c'est fort. Ce serait une première dans la région, hors Israël. Et pour concrétiser ça, il y a des partenariats industriels qui se mettent en place, hein. Oui, c'est la clé. Avec la Turquie, Baykar, le fabricant des Bayraktar, a créé une filiale Araba, Atlas Defense. Une usine de production serait même prévue. Et avec Israël? Côté israélien, Bluebird Aero Systems, qui fait les Wonderbee et Thunderbee, lance aussi une unité de production. Suite à une commande importante qui inclut aussi les SpyX, il y avait aussi des projets avec Elbit Systems, mais le contexte géopolitique actuel, avec Gaza, a peut-être ralenti les choses. Justement, cet équilibre entre des partenaires comme la Turquie et Israël, ça doit être délicat à gérer, non? Ah oui, c'est un exercice d'équilibriste géopolitique assez complexe. Et ça soulève une question importante. Est-ce qu'on parle de simple assemblage au début ou d'une vraie maîtrise technologique? Pour atteindre la souveraineté voulue, il faudra aller bien au-delà de l'assemblage, maîtriser la conception, les logiciels, les capteurs. C'est là le grand défi. Il y a des initiatives purement marocaines qui émergent aussi, non? J'ai vu passer le nom AeroDrive Engineering Services.
Effectivement, AES. Ils ont développé un drone appelé Atlas E-Star. Et ils le présentent comme entièrement conçu et fabriqué au Maroc. C'est un drone pour les missions de renseignement, surveillance, reconnaissance, en temps réel. ISPAR, oui. L'objectif annoncé est ambitieux, produire jusqu'à 1000 drones par an. Il y a un soutien étatique via des fonds d'innovation, la création de zones dédiées. C'est un signal fort. Alors tout ça, quel impact sur la région? Forcément, ça change la donne. L'équilibre des forces, notamment face à l'Algérie, qui investit aussi massivement, est modifié. L'efficacité prouvée des drones, par exemple au Sahara, ça renforce le contrôle territorial marocain. Et plus largement, ça positionne le Maroc comme un acteur de sécurité qui compte de plus en plus en Afrique, voire un fournisseur potentiel. Bien sûr, tout ça ne se fait pas sans difficulté. J'imagine que les investissements sont énormes, hein. Colossaux. Il y a toujours un risque de dépendance technologique au début, même avec des transferts. Il faut du temps pour monter en compétences. Sans parler de la sensibilité aux tensions géopolitiques, on l'a vu. Exactement. Et puis, la technologie des drones évolue si vite. Il faut une innovation constante pour rester dans la course. C'est un pari sur le long terme. Alors au final, si on devait résumer, En bref, on assiste à l'affirmation claire du Maroc comme une puissance, une vraie puissance des drones en Afrique. C'est une stratégie qui combine des achats malins, très diversifiés et une ambition industrielle très forte. Le but, la souveraineté et sans doute l'export à terme. La trajectoire est claire, même si le chemin est complexe et semé d'embûches. et pour finir, peut-être une question pour ouvrir la réflexion. Au-delà du militaire, cette expertise que le Maroc est en train de construire, de la conception à la production de drones, comment est-ce qu'elle pourrait irriguer d'autres secteurs? L'agriculture de précision, la surveillance de l'environnement, la logistique. Est-ce que ça pourrait à terme redéfinir son influence techno et économique sur le continent? C'est une excellente question. Le potentiel de retombées civiles est immense. C'est peut-être là que se trouve une autre facette, moins visible, mais tout aussi stratégique, de cette ambition marocaine.